La question de nos émotions et de nos sensations est au cœur des préoccupations et des solutions proposées par le milieu du bien-être, mais également au centre de l'activité humaine. Nous les recherchons activement dans les sensations fortes ou nous les mettons à distance et les camouflons soigneusement à la société pour correspondre à son paradigme majeur: sois fort, forte et montre-nous-le. Les enfants les vivent sans ménagement. Les adolescents les cachent et privilégient les sensations fortes pour montrer leur force. Les adultes oscillent entre les deux sans savoir quel choix faire. Mais notre vie humaine ne se vit pas sans elle, quel que soit notre rapport à elle. Si elles sont inhérentes à la vie humaine, c'est qu'elles sont porteuses d'un rôle. Mais un rôle à l'échelle de la vie tout entière. À l'échelle de la conscience, à l'échelle de la bande passante, à l'échelle de la vérité. Au niveau humain, nous sommes ballottés entre les divers mouvements spirituels et thérapeutiques, nous faisant osciller entre ta peur est à juguler, à dépasser, et la peur est ton plus grand moteur dans ta vie. À notre échelle humaine, pouvons-nous connaître le véritable rôle de nos émotions en nous balançant entre un oui ou un non perpétuel? Si la vérité sur nos émotions peut émerger, elle ne le peut que depuis l'époque où elle est sans opposé, donc toujours vraie, soit avant nos 2 ans. Ainsi, les émotions sont-elles fabriquées ou pas par la bande passante? Et comment? Et de quoi sont-elles le véritable moteur? Comment vivre sans leur émergence qui nous fait apparaître sans cesse? Et depuis ce nouvel éclairage, plus grand et sans contestation possible, pouvons-nous vivre avec elles plus paisiblement, en étant conscients de leur véritable place avant même notre apparition humaine, depuis l'arrière-plan de notre réalité. Ne cherchez-vous pas la sécurité dans votre vie? Alors, pouvez-vous vous contenter d'un regard qui change sans cesse sur elle au quotidien? La racine du mot émotion peut être trouvée dans son sens latin d'origine, movere,
mettre en mouvement, et son préfixe ex, qui signifie hors de ou à l'extérieur de. Le terme émotion, choisi par le champ de conscience pour nous parler d'un phénomène spatial global, désigne ainsi un mouvement hors de. Un mouvement vers l'extérieur de. Si ce mouvement hors de est positionné avant l'âge de nos 2 ans, il ne peut désigner notre espace de conscience de nourrisson. En effet, la conscience ne peut être hors d'elle ou en dehors d'elle. Quoi qu'il en soit, ce mouvement hors de la conscience apparaît encore au sein même de la conscience. En cela, lui est-il vraiment extérieur au-delà de ces mots? Les mots disent l'extérieur de la conscience, mais seule la conscience le dit encore. Car même si l'illusion d'un monde en dehors de notre conscience émerge de l'activité de nos liquides après nos 2 ans, l'illusion est encore la seule vérité de la conscience et d'aucune autre présence. Cette illusion qui apparaît dans notre espace toujours vrai, l'est-elle encore ? Et si elle est toujours vraie, quel message de vérité veut-elle nous léguer ? Ainsi, lorsque nous regardons nos enfants et nos parents, ils sont bien partie intégrante de notre champ de conscience, même s'ils sont en dehors de notre corps. Nous ne pouvons les connaître, les voir apparaître, que parce qu'ils sont englobés par notre champ de conscience. Nous sommes l'écran, et tous ces corps, le nôtre compris, en sont son film. Notre conscience peut-elle s'arrêter à notre corps alors que nous percevons aussi leur corps ? Cette conscience est-elle alors personnelle ? Personnelle à tous ces corps qui apparaissent ensemble ? Ne vivez-vous pas finalement votre rêve de vous marier, d'avoir des enfants et de faire l'amour à travers tous ces corps? Ne vivez-vous pas votre quête de sens à travers tous ces corps qui le vivent? Ne réussissez-vous pas votre vie à travers tous ceux qui la réussissent?
En confondant conscience et cerveau, nous confondons les limites de notre cerveau avec notre véritable taille, la totalité de ce qui apparaît. Existe-t-il quelque chose en dehors de notre champ de conscience? Non, c'est un monde qui n'existe pas. Il n'y a donc pas de monde qui n'existe pas. Tout ce qui doit exister existe déjà. Tout ce qui existe ne sort pas de notre champ de conscience. Tout ce qui se dit en dehors de nous nous est encore présent. D'ailleurs, si vous vous dites qu'il existe un monde qui vous serait inconnu, il vous est bien connu, puisque votre pensée vous en parle dans votre champ de conscience. Ainsi, toutes les perceptions des autres humains ou formes vivantes, celles de vos proches, vous sont intégralement connues et rien ne peut vous être caché. Elles apparaissent dans votre champ de conscience, dans le même poste de télévision. Vous, c'est pourquoi nous n'avons pas vraiment des perceptions et des émotions séparées de l'extérieur. Les émotions dites de l'extérieur, celles de nos proches, sont encore les nôtres. Celles de notre écran de conscience constant. En effet, elles apparaissent toutes dans le même champ de conscience que vous appelez vous et qui ne se résume pas à votre corps. Ainsi, votre perception émotionnelle n'est pas celle de votre corps, mais celle de votre champ de conscience qui n'a pas de vis-à-vis et qui perçoit tous ces corps et l'histoire qui en est racontée. Ce champ de perception émotionnelle n'est donc pas celui de votre perception, mais plutôt celui de votre présence fondue dans tout ce qui apparaît. D'ailleurs, le nourrisson est-il un corps s'il ne peut s'en distinguer des autres? Il est tout autant maman qui peste dans sa cuisine et papa qui rentre fatigué du travail. Et cela simultanément. Nourrisson ne fait-il pas référence finalement à votre champ de conscience toujours d'origine, toujours vrai, toujours naissant pour la première fois?
Ainsi, le nourrisson n'est pas réellement vous avant vos 2 ans, mais une histoire de ce que vous étiez avant vos 2 ans, racontée par la bande passante qui, par une illusion, vous est devenue personnelle après l'âge de 2 ans. Et la bande passante, c'est encore vous. Rien n'y déroge. Notre rêve humain nous raconte ainsi que nous regardons par exemple nos photos de bébés ou que nous entendons parler de nous en tant que bébé. Le nourrisson n'apparaît donc qu'après nos 2 ans. Et ce qui en est raconté l'est depuis notre double réalité associée. Sans cette conscience qui dit « je suis ce corps », vous n'êtes jamais né et n'avez jamais eu 2 ans, ni le reste. Donc, vous n'avez jamais été vraiment nourrisson. Seul un personnage peut croire à cette idée. Vous êtes votre champ de conscience qui englobe une somme d'histoires, dont celle qui raconte que vous avez été bébé. Cela est le réel. Car ce champ de conscience est toujours vrai, alors que votre histoire de nourrisson n'est vraie que le temps de son apparition. Ainsi, pour voir apparaître les informations nourrisson et champ de conscience, votre arrière-plan constant est présent et ne peut être stoppé. C'est la condition de notre film, apparaître sur une toile de fond constante. Si nos émotions sont vivre en mouvement en dehors d'eux, cela ne peut concerner ce que nous sommes vraiment. Cette immobilité d'arrière-plan qui est toujours vraie, quelle que soit l'histoire de notre âge. Il nous est impossible de vivre en dehors de nous-mêmes. Car comment le savoir? Ainsi, nous sommes préexistants à toutes les histoires de la vie qui apparaissent dans un film, que nous appelons notre vie et qui est en réalité la vie. Nos émotions sont d'ailleurs une véritable histoire d'un regard en dehors de nous, en présence d'un regard en dedans de nous. Nous comparons sans cesse notre regard intérieur et celui de l'extérieur qui nous semblent tous deux séparés. Et celui de l'extérieur, celui de ceux qui comptent pour nous, celui d'une certaine loi extérieure associée à leur regard, nous apparaît plus grand
que le nôtre. Comme si ce regard extérieur nous englobait et était ainsi notre loi à respecter coûte que coûte. Celui de notre compagnon ou de notre compagne, celui de nos parents, celui de nos chefs, celui de la police, celui de nos autorités religieuses, celui de nos gouvernants. Avec deux réactions possibles associées. Soit de faire de ce regard plus grand que vous votre loi et de le respecter jusqu'à en ressentir la honte et la culpabilité par moment si vous en transgressez les règles. Soit de rejeter la loi de ce regard plus grand extérieur et de faire de votre regard plus petit votre loi et d'en ressentir la peur ou la frustration. Jusqu'à découvrir un jour que votre champ de présence ne peut être plus petit que ce que vous percevez et que vous êtes vous-même la loi, car tout apparaît en vous et rien ne peut y déroger. Au revoir la honte. Adieu la culpabilité. De quoi avez-vous honte désormais, si vous êtes la seule loi? De quoi êtes-vous punissable à présent, si vous êtes la seule loi? De quoi pouvez-vous être frustré désormais, en étant la seule loi à bord? Le nourrisson n'est pas en dehors de lui-même et ne perçoit rien d'extérieur à lui-même. Il est donc la présence intégrale de ce champ de conscience. Il ne vit donc pas le mouvement des émotions, mais l'immobilité de la présence de son champ de conscience. Son champ de conscience ne se déplace pas avec son corps, mais les corps se déplacent dans son champ de conscience et le rendent vivant. Car un champ de conscience non vivant est-il encore un champ de conscience ? Si les corps s'y déplacent, ce qui est le cas, maman s'affaire pour lui rendre la vie plus facile. Papa le protège des aléas et des dangers potentiels. Mais il reste un bloc unique qui se déplace. Il se déplace comme un seul champ de conscience, donc un seul bloc entier. Si l'un bouge, toutes les autres formes sont perçues comme se déplaçant avec lui ou avec elle, car l'ensemble du champ contient tout.
Le mouvement est donc perçu, mais pas en dehors du champ de conscience qui dirait « c'est moi ». Ce n'est donc pas un mouvement en dehors d'eux, comme nos fameuses émotions. L'espace de ce champ de conscience du nourrisson est en mouvement, mais sans que le champ de conscience le soit. Alors que si ce champ de conscience est votre corps, qu'il en dépend, alors vous croyez que votre champ de conscience se déplace avec votre corps. Et les corps sont en mouvement par rapport à votre mouvement. Et là, vous devenez émotionnel. Car vous êtes un mouvement en dehors des autres corps, en dehors des autres mouvements. Le champ de conscience du nourrisson se contorsionne donc, mais reste dans son axe, et donc immobile, tout en actionnant un mouvement autour de lui-même sans bouger de son axe. De ces contorsions, papa et maman, ses frères et sœurs, vont être mis en forme et en mouvement. Mais ils suivent un axe immobile, celui de la conscience. Einstein nous a ainsi rappelé que l'espace est courbe. L'espace de conscience se contorsionne et fait ainsi apparaître nos formes. Si les émotions ne sont pas l'espace du nourrisson, ces informations, peur, impuissance, frustration, ne sont pas des informations dissociées et séparables entre elles avant l'âge de 2 ans. Si en tant qu'adultes, nous associons des émotions aux réactions du nourrisson, c'est que nous croyons nous-mêmes être séparés du nourrisson par notre conscience intérieure, extérieure, et donc pouvant disséquer ses propres états entre eux. Si nous nous voyons nous-mêmes nourrissons sur des films ou des photos, c'est que nous nous regardons également à partir d'une conscience personnelle pouvant séparer nos états entre eux. À quoi correspondent donc ces émotions si elles ne peuvent décrire l'espace du nourrisson? Sachant que si elles n'apparaissent qu'une partie de notre vie, en quoi sont-elles vraies? Elles devraient coller avec notre nature constante, la vie. Mais elles ne le font pas. En cela, elles ne peuvent apparaître que comme une illusion. D'ailleurs, nos émotions, une fois présentes, nous nous sentons submergés. Mais une fois ces émotions passées, de quoi nous souvenons-nous? Quasi de rien. Comme un songe. Comme un rêve.
nous sommes déjà passés à autre chose. C'est d'ailleurs l'espace de l'enfant, après l'âge de 2 ans, qui peut passer de la joie à la colère en un claquement de doigts, sans aucun souvenir de l'émotion qui précède. Les émotions sont donc cette fabrication de la réalité et non une vérité. Mais quand a donc lieu cette fabrication ? Vivre en mouvement ou être en mouvement en dehors d'eux ne correspond-il pas au moment même de l'apparition de notre réalité extérieure à l'âge de 2 ans ? Car à ce moment même, nous vivons alors en dehors de nous-mêmes, en dehors de notre centre, en dehors de notre axe, la conscience totale. C'est cet écart avec nous-mêmes que la vie va nommer émotion. Vivre en dehors de soi. Vivre en dehors de nous-mêmes. Vivre en dehors de nous-mêmes, c'est croire n'être que ce corps, percevoir que nos parents, tous nos proches ne sont pas nous, notre champ de conscience, alors qu'ils y apparaissent. Si tous vos proches apparaissent en vous, ne sont-ils pas vous ? À chaque éloignement de nous-mêmes, à partir de l'âge de 2 ans, la vie va nous envoyer un signal électrique, une déformation de l'espace liquidien, des émotions. Un signal pour revenir à nous-mêmes, notre champ de conscience. D'ailleurs, l'enfant de 2 ans et plus ne va-t-il pas rester seulement quelques instants avec son émotion pour se recentrer et donc s'en détacher, puis passer à une autre pour se recentrer et s'en détacher et passer à une autre indéfiniment, sans attachement? Plus il va s'éloigner de lui-même, sans retrouver petit à petit le chemin du retour à son centre, plus l'enfant de 2 à 7 ans va construire son personnage à partir d'émotions graduelles, d'année en année. Elles vont chacune exprimer l'écart de plus en plus grand avec son centre, jusqu'à son paroxysme, la peur et la terreur. L'enfant ne va pas vraiment apprendre des émotions diverses de ses expériences familiales, mais la bande passante va créer ses expériences familiales depuis son éloignement progressif de son centre. Son champ de conscience fragmenté, intérieur et extérieur, va, suivant l'épaisseur de sa frontière, construire toute sa réalité par des déformations tenant compte de son écart
d'avec son centre. La peur va ainsi exprimer la distance tangible qui nous sépare de notre nature. L'impuissance va, elle, exprimer le chemin de retour au centre qui n'est plus trouvé. La frustration, quant à elle, va matérialiser le manque, le vide qui nous en sépare. Nos émotions ne sont pas une anomalie de l'espèce humaine à éradiquer ou à laquelle s'attacher, mais le signal du chemin retour vers notre centre, notre champ de conscience qui englobe tout. L'émotion est le double signal que nous sommes en dehors de nous-mêmes et qu'elles sont l'information pivot sur laquelle nous appuyer pour retrouver notre axe, notre centre, le cœur de la vie. Comment? En restant avec ce signal. Un signal d'éloignement plus ou moins fort. En restant avec en conscience plusieurs minutes, le temps nécessaire, les yeux ouverts ou fermés. Restez avec votre peur, votre impuissance et votre frustration, et votre centre alors retrouve son chemin, vous-même. Nos émotions sont donc le vestige de nos 2 ans, ces premiers instants où nous avons oublié notre nature, notre vérité. Et cet éloignement a cru pouvoir être compensé par les relations, les liens avec notre environnement proche. D'où notre attachement à nos émotions, car elles nous rappellent les moments artificiels où nous avons cru remplir notre vide de centre à partir des comportements de papa et de maman. Nos émotions sont le vestige de notre séparation d'avec la vie, d'avec notre totalité, une empreinte indélébile pour ne jamais nous oublier et nous retrouver, non pas comme personnage, mais comme le centre inséparable de la vie. Elles sont notre chemin de petit pousset qui a laissé derrière lui des traces du chemin retour à notre véritable nature, la vie. La joie est l'empreinte qui nous a fait croire avoir rempli notre vide à partir de notre réalité extérieure. Alors qu'elle est surtout là pour nous rappeler notre véritable nature oubliée, flux irrésistible, profusion vivante et joie associée, sans raison extérieure. Nos émotions dites difficiles nous sont présentes pour nous rappeler notre éloignement. Les émotions dites positives l'étant pour nous rappeler de quoi nous nous sommes éloignés, qui composent tous les attributs de la vie sans condition.
jusqu'à faire des deux un tout, notre nature, cet immense champ vivant. Ces polarités émotionnelles n'en sont donc pas vraiment. Elles forment le tout de notre véritable nature, nous complètent donc et ne nous séparent point. Nos émotions sont donc ces traces, et comme elles ne sont que des outils de la structure même de la réalité, elles n'appartiennent qu'à la réalité, qu'à la vie.